on a à peu près 120 000 personnes qui font des infarctus chaque année. C'est à peu près un infarctus toutes les 5 minutes. Seulement 30% des patients bénéficient d'une réadaptation cardiaque. En France, c'est 15,5 millions de personnes qui ont des comorbidités ou des facteurs de risque cardiovasculaire. Grâce à vous, je joue au ballon avec mon petit-fils dans le jardin. Meurt-on d'un infarctus du myocarde ou du manque de suivi après l'infarctus? Selon l'INSERM, chaque année en France, près de 100 000 personnes sont victimes d'un infarctus du myocarde. Dans environ 10% des cas seulement, la personne décède dans l'heure qui suit. Mais plus d'un patient sur trois est réhospitalisé dans l'année qui suit un infarctus. Le vrai défi commence après l'infarctus. Quand le patient rentre chez lui, quand le suivi devient plus difficile, quand toute la question est comment éviter la rechute. Et pourtant, moins de 30% des patients accèdent à un programme de réadaptation cardiaque. Ce manque de suivi a pour conséquence une baisse significative de la qualité de vie chez les patients suite à un événement aigu, comme un infarctus, ou chez les patients atteints d'une maladie chronique. Fort de ce constat, Ensuite a été créé avec pour mission de rendre la réadaptation cardiaque accessible à tous, en adoptant une approche novatrice alliant le numérique à l'humain, basée sur trois axes de prise en charge: un axe physique pour la reprise d'une activité physique adaptée, un axe éducatif pour mieux comprendre sa maladie et un axe psychosocio-professionnel pour accepter la maladie et pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. Comme la mission de MyTwin est de rendre accessible à tous les plus belles innovations en santé, nous avons décidé de proposer ce service directement au sein de notre application. Bonjour Valentine, tu fais partie du beau projet Ensuite. Peux-tu te présenter? Donc moi, je suis Valentine, je suis Chief of Staff chez Ensuite et je m'occupe notamment de toute notre excellence opérationnelle et de l'optimisation de l'expérience à la fois de nos soignants et de nos patients. D'accord. Est-ce que tu peux caractériser, c'est quoi finalement la réadaptation cardiaque? Donner cette définition. Bien sûr. Alors aujourd'hui, comme tu l'as expliqué, on a à peu près 120 000 personnes qui font des infarctus chaque année. Pour se rendre compte, c'est à peu près un infarctus toutes les 5 minutes. Donc c'est quand même assez colossal. Et aujourd'hui, le constat, il est clair, il est que seulement 30% des patients, et encore c'est le chiffre arrondi à la hausse, bénéficient d'une réadaptation cardiaque. La réadaptation cardiaque, c'est la prise en charge du patient dans un centre de réadaptation pour lui donner toutes les clés pour se remettre de sa maladie et pour s'inscrire dans de nouvelles habitudes pour éviter la rechute par la suite. Donc une réadaptation cardiaque, c'est un ensemble de professionnels qui se réunissent et qui prennent en charge le patient. On a des enseignants d'activité physique adaptée, on a évidemment un cardiologue, des infirmières, on a des ergothérapeutes, des diététiciens, des nutritionnistes, des psychologues, des addictologues qui vont se réunir autour du patient et qui vont l'accompagner sur 4, 5, parfois 6 ou un petit peu plus semaines pour l'aider à se remettre de cet événement cardiaque et à prendre de nouvelles habitudes et à reprendre confiance en lui. Ok. Quand on parle de réadaptation cardiaque, c'est pour les personnes qui ont eu un infarctus du myocarde. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui amènent vers ce processus ce parcours de réadaptation? Tout à fait. Aujourd'hui, la réadaptation cardiaque, elle va aller chercher toutes les personnes qui ont des pathologies cardiovasculaires ou des facteurs de risque cardiovasculaires. On a aussi des personnes qui sont dans des parcours d'oncologie, qui font de la réadaptation cardiaque, qui est orientée sur leur pathologie à eux. On a des personnes en insuffisance cardiaque, en syndrome coronarien aigu, donc en sortie d'infarctus, des personnes qui ont des comorbidités, des personnes qui sont en situation d'obésité, qui peuvent aussi faire de la réadaptation. Donc c'est vraiment très large et ça dépend de tout un tas de facteurs autour du cardiovasculaire. Mais encore une fois, les pathologies cardiovasculaires, pour se rendre compte, c'est 5,5 millions de personnes en France et c'est 15,5 millions de personnes qui ont des comorbidités ou des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc ça touche quasiment 23% de la population française. Ouais, c'est un problème de grande ampleur Exactement, de santé publique. et de santé publique, clairement. Et du coup, ce qu'on voit sur votre site internet, c'est qu'il n'y a que 30% des personnes qui sont éligibles à cette réadaptation cardiaque qui en profitent vraiment. Exactement. Le constat, il est assez dramatique et c'est Ouais. un peu de là qu'a démarré Ensuite. Pourquoi aujourd'hui c'est 30%? Parce que le soin, il est majoritairement basé en clinique ou en hôpital et qu'aujourd'hui, des centres de réadaptation cardiovasculaire, il y en a à peu près 190 en France. Donc 190 centres pour 120 000 personnes, à un moment donné, ça coince un petit peu.
On a un problème aussi territorial, et ça on le sait, hein, qu'il y a des zones qui sont plus ou moins bien équipées d'un point de vue médical et d'un point de vue infrastructure. Et on a des gens aussi qui font des infarctus de plus en plus jeunes, donc qui ont encore beaucoup de contraintes à la fois professionnelles et personnelles, et qui n'ont parfois pas l'envie ou parfois pas la capacité de passer 3, 4, 5, 6 semaines en centre de rééducation pour se remettre sur pied. En sachant que la réadaptation, elle peut être soit en hospitalisation complète, soit en HDJ, donc en hospitalisation de jour, ce qui est quand même contraignant d'un point de vue logistique Mm. et d'un point de vue adéquation avec des contraintes de vie familiale ou des contraintes professionnelles. Ok, donc ce qui fait qu'on n'a que 30% des patients qui bénéficient de ce parcours, Mhm. c'est un manque d'établissement, Oui. c'est un manque peut-être aussi de redirection de la part des soignants vers ces solutions qui existent sur nos territoires. Exactement, on a un adressage qui peut être parfois un petit peu défaillant quand on prend le pli de se dire que les centres de toute façon sont complets. Mm. À la fin on n'envoie plus les patients en centre. Et on a aussi, je pense, encore un petit travail d'évangélisation à faire auprès de tous les praticiens pour faire connaître la réadaptation cardiaque, pour que eux prennent vraiment le réflexe. Et comme on prescrirait finalement un médicament ou des anticoagulants, eh bien on prescrirait une réadaptation cardiaque. C'est vrai que quand on sort de l'hôpital, en général, on nous dit allez-y, c'est bon, sortez. Après, derrière, on n'a pas forcément d'informations sur quoi faire après. C'est ce qu'on appelle le parcours de soins, hein, Mhm. finalement. Et cette nécessité de coordonner ce parcours de soins. Donc, bah, je pense, comme tu l'as dit, il y a de l'évangélisation à faire auprès des soignants. Et ça, d'ailleurs, dans tout type de parcours de soins, pas uniquement dans la réadaptation cardiaque, hein. Exactement. Quand je suis sorti d'une opération du dos il y a 15 ans de ça, on te dit juste allez, vas-y, rentre chez toi. Moi, ça va, j'étais dans le sport, donc j'ai eu le réflexe Mhm. d'aller dans un centre de réadaptation physique, pour le coup. Euh, et puis, du coup, donc, il y a ces trois facteurs. Donc, il y a le manque de centre, le manque de redirection de la part des soignants, et puis aussi, tu l'as dit à un moment donné, les patients, des fois, qui ne veulent pas ou qui sortent du parcours parce que il y a une friction à un moment donné, ils essayent de prendre un rendez-vous, le rendez-vous ne se prend pas tout de suite, c'est trop long, et du coup, j'imagine bah, qu'ils ne continuent pas, quoi, en fait. Exactement. Aujourd'hui, déjà sur les patients qui vont en centre, on a un temps d'attente ou un délai moyen entre l'incident cardiovasculaire et la prise en charge en centre qui peut être de 3, 6 mois, voire même parfois un an. Donc forcément, au bout d'un moment donné, il y a un décrochage qui se fait au niveau des patients. Et encore une fois, il y a cette contrainte logistique et temporelle qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller passer 3 semaines en centre pour se faire prendre en charge. Et à l'inverse, on a des personnes qui apprécient ça énormément et qui vont aimer être encadrées, prises par la main, qui vont se sentir rassurées. Il y a un effet du collectif, du groupe aussi, qui est hyper apprécié chez les patients en rééducation. Donc il faut vraiment que chacun puisse y trouver son compte. Aujourd'hui, voilà, le constat a été fait qu'on a une partie de la population qui ne trouve pas forcément son compte dans tout ça, mais ça convient très bien à certaines typologies de patients. Ok, donc finalement, c'est aussi bien humain que numérique. On Exactement. parle de la réadaptation cardiaque depuis tout à l'heure, mais en fait, en vrai, on parle aussi de téléréadaptation. C'est quoi Exactement. exactement cette notion de téléréadaptation? Alors, c'est là effectivement qu'Ensuite est née. Fort de ce constat, on s'est dit, il y a forcément une solution à trouver pour aller chercher les 70% de patients auxquels on n'apporte pas de solution. Donc, on a travaillé avec des équipes de cardiologues pour créer des nouveaux parcours de soins et donc monter des parcours de téléréadaptation cardiaque. Donc, la téléréadaptation cardiaque, c'est via les centres de rééducation, une réadaptation cardiaque qui est hybride. Donc on a un premier temps qui se fait en centre, qui peut se faire en hospitalisation de jour ou en hospitalisation complète, où le patient va être pris en charge par son équipe soignante, il va avoir ses examens initiaux, donc notamment une épreuve d'effort pour tester un petit peu ses capacités physiques, des entretiens aussi avec l'équipe, notamment des entretiens psychologiques, psychosociaux, un petit point sur ses habitudes de vie, sur la façon dont il s'alimente, sur ses éventuelles addictions au tabac, à l'alcool, etc. Et un entretien avec lui pour voir quelle typologie de parcours pourrait lui convenir, encore une fois, pour s'adapter au mieux à ses conditions de vie, à ses contraintes à la fois personnelles et professionnelles. À la suite de ça, si l'examen d'épreuve d'effort et les examens cliniques sont OK et que le patient est motivé pour faire une téléréadaptation, on le renvoie à domicile et donc il va avoir un parcours de 3 à 4 semaines en moyenne qui va être fait et pris en charge par son équipe soignante. Donc c'est vraiment le centre qui va créer son parcours sur la base de sessions d'activité physique adaptée, donc des sessions de renforcement musculaire,
sur des vidéos, soit qu'on aura fait côté Ensuite, soit que le centre aura préparé de son côté. Des séances d'ergocycle, qui est un petit peu la norme en téléréadaptation et en réadaptation cardiaque. Donc nous, on livre au domicile du patient un vélo d'appartement, un ergomètre, un capteur de fréquence cardiaque également. Et sur toutes ces séances d'activité physique adaptée, le patient va devoir porter son capteur de fréquence cardiaque, ce qui va permettre de tracer, de remonter, de monitorer sa fréquence cardiaque pendant son activité physique et de lui donner une alerte à la fois sonore et visuelle si jamais il y a un dépassement d'une fréquence cardiaque de sécurité qui aurait été définie par son équipe soignante. Et au-delà de ça, on a dans le parcours, comme je le disais, des séances d'ETP, donc ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, avec des éléments et de l'information qui va être amenée, encore une fois, soit par le centre, soit par une bibliothèque de contenu sur Ensuite, sur comment s'alimenter, comment éviter de manger trop salé, trop gras, comment arrêter le tabac, comment éviter l'alcool. Donc vraiment tout ce qui va graviter aussi autour du psychosocial pour le patient et qui est, encore une fois, encadré par le centre. Donc la téléréadaptation, ça permet vraiment aux soignants de rencontrer son équipe soignante dans un temps 1, de créer du lien, d'être formé aux équipements aussi, à son capteur, à l'application, au vélo, de faire des séances d'ETP en physique et derrière de rentrer à la maison et de se prendre en main à la maison, à domicile. Et ce qui est très important là-dedans et qui est extrêmement apprécié aussi, c'est l'ancrage directement dans les habitudes de vie de la personne. Parce que quand on fait une réadaptation cardiaque, je l'ai dit, on reste plusieurs semaines en centre, on est pris par la main, on est nourri, logé, blanchi, on fait nos menus, vraiment on nous guide et c'est vraiment formidable. Et quand on rentre à la maison, après il faut se reprendre en main. Donc les recettes, il faut les reproduire à la maison, le sport, il faut essayer de le continuer. Et ça demande quand même un certain effort et c'est pas forcément évident pour tous les patients. Et donc, ce que la téléréadaptation permet, en plus de faciliter un petit peu le pilotage du parcours de soins, c'est aussi de directement ancrer ces bonnes habitudes. Parce qu'au bout de nos 3-4 semaines, c'est assez facile finalement de continuer, puisqu'on a déjà fait pendant 3 semaines à la maison, on a déjà cuisiné correctement, on a déjà prévu des créneaux pour faire nos séances d'activité physique. Et donc, finalement, après, on peut continuer un petit peu plus simplement avec ces bonnes habitudes et ces bonnes pratiques. Il y a combien de centres partenaires avec Ensuite sur le territoire? Aujourd'hui, on a une petite cinquantaine de centres qui sont équipés et qui ont des parcours de téléréadaptation cardiaque avec des équipes qui sont formées, qui sont motivées, qui sont incroyables et qui prennent en charge des patients sur ce type de parcours. C'est marrant parce que du coup, quand je t'écoute, j'ai vraiment cette impression d'en revenir aux fondamentaux de la santé. Avoir une activité physique adaptée, bien manger. J'imagine que le sommeil est important aussi dans ta Exactement. phase de réadaptation. Le lien social également, tu parlais de liens psycho-socio-professionnels pour revenir au travail et être capable d'accepter sa maladie. Et puis, tu disais aussi que finalement, ce parcours de réadaptation cardiaque, il n'est pas réservé uniquement aux personnes qui font un infarctus du myocarde, mais c'est des personnes qui sont en situation de surpoids, d'obésité, ou peut-être qui ont d'autres problématiques qui font que leur cœur est un petit peu plus faible. Le point numéro 1, c'est, même si on sort de ce parcours, de toujours déjà en prévention, d'avoir cette activité physique adaptée, ce bon sommeil, cette bonne alimentation. Ça, on en revient en basique, quoi. Exactement. En fait, nous, on vend du bon sens presque. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et comme tu dis, on revient un petit peu aux bases, à l'essentiel. Et ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est le mot prévention. Aujourd'hui, nous, on intervient à ce qu'on appelle en prévention tertiaire, donc c'est post-événement. Et nous, notre cœur de métier initial et celui de toutes les équipes de réadaptation, c'est de faire en sorte de prévenir le prochain événement et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rechute. Donc les patients qu'on accompagne, on limite la rechute du prochain événement cardiaque. Là où on essaye de prendre un virage aussi, on essaye d'évangéliser, c'est de basculer et de continuer un petit peu ce parcours de la prévention tertiaire vers la prévention primaire. Donc c'est de continuer notre travail d'évangélisation et de proposer des solutions pour les gens qui n'ont pas encore fait d'infarctus du myocarde ou qui ne sont pas encore atteints d'une maladie cardiovasculaire. Et qui sont à risque, potentiellement. Mais qui sont à risque. Les personnes qui sont extrêmement sédentaires, qui présentent des comorbidités, du diabète, encore une fois de l'obésité, qui est des antécédents peut-être dans leur famille, ce genre de choses, des facteurs qu'on arrive plus ou moins bien à identifier aujourd'hui. C'est d'aller chercher ces personnes-là et de leur proposer directement d'inscrire dans leur quotidien et dans leurs habitudes une routine à la fois sportive avec de l'activité physique adaptée, mais aussi avec des bonnes pratiques alimentaires, de vie, d'hygiène de vie, de sommeil, comme tu le disais,
pour éviter justement de les avoir derrière en centre et sur des parcours de Mmh. téléréadaptation. Ça Donc, créer la ça boucle. concerne tous les âges, ou alors j'imagine oui, ça concerne tous les âges. Mhm. Majoritairement aujourd'hui, c'est plutôt quelle tranche d'âge de patients que vous avez sur ces parcours? Alors nous, sur les parcours de téléréadaptation, la moyenne d'âge, elle est à peu près de 57 ans. OK. Encore une fois, on voit que ça baisse hein, sur la statistique en centre de rééducation, elle était plutôt sur une bonne soixantaine. Et sur le parcours de téléréadaptation, forcément, on a besoin quand même d'un minimum d'appétence aussi Mmh. au numérique, à l'utilisation de ce type de solution. Et ce sont des personnes qui sont pour la plupart encore en activité physique, en activité professionnelle, pardon, Mmh. qui font de l'activité physique qu'on est allé chercher. Et donc une moyenne d'âge qui a tendance à baisser un petit peu. Et aussi parce que les événements cardiovasculaires se font de plus en plus De jeunes. plus en plus jeune, j'imagine, le phénomène d'obésité, de surpoids qui est de plus en plus jeune, Exactement. donc oui, ça joue forcément sur ça. Moi, j'ai une anecdote qui n'est pas du tout la mienne, mais en début de semaine, puisque je me renseigne un petit peu sur le sujet, je suis Mhm. pas c'est vrai que, moi, j'ai une tante, alors j'imagine qu'on a tous nos histoires là-dessus, qui a fait plusieurs arrêts cardiaques. Je ne pense pas qu'elle ait bénéficié de ce suivi. Elle a la chance d'avoir une fille qui est infirmière, donc qui a peut-être pu lui donner les bons conseils, mais je ne pense pas du tout. Donc je vais déjà lui proposer. Ça va me faire plaisir de pouvoir potentiellement l'aider. Elle a 90 ans, donc plutôt âgée. Euh, et effectivement, il y avait aussi une jeune fille, là pour le coup, de 26 ans, qui est en bonne santé, qui a quand même eu un infarctus. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui a déclenché cet infarctus. Et donc, elle me racontait que elle est restée quand même 3 4 jours, donc elle était vraiment à risque. Et il ne comprenait pas vraiment pourquoi elle avait déclenché ça. Elle est sortie de l'hôpital. Bah là, c'est pareil. Il n'y a rien eu derrière. On lui a dit, bah, allez voir le cardiologue. Elle a téléphoné 3 4 fois au cardiologue sans avoir de réponse immédiate de la part du secrétariat. Ça l'a découragée. Elle n'est pas allée voir elle n'a pas continué. Elle est sortie du parcours. Un an après, je crois, elle a de nouveau eu un événement plus léger, mais ça n'empêche qu'elle est quand même pas allée voir le cardiologue. Donc c'est vrai que finalement, c'est tous les âges, pour plein de raisons différentes parfois, que la médecine ne comprend pas forcément. Et il y a plein de raisons pour le patient de sortir du parcours de soins et de se dire, bon, bah, finalement, je verrai, ouais, ça va aujourd'hui. Allez, j'ai pas besoin de continuer, quoi. Donc, tout à fait. Il y a une vraie rupture à un moment donné dans le parcours de soins qui se crée, faute d'informations, faute de disponibilité. Il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a cette rupture. Et nous, aujourd'hui, notre but et notre objectif, c'est d'envoyer un maximum de patients en réadaptation. Et après, on laisse vraiment la main aux soignants de décider quelles sont les personnes qui seront orientées plutôt vers un parcours de téléréadaptation ou de réadaptation classique. Mais la réadaptation, c'est vraiment la clé dans un parcours cardiovasculaire. Et on le sait, il y a plein d'études qui ont été faites, il y a des recommandations du GERS, de l'HAS qui sont faites tous les ans. La rééducation cardiaque, c'est 25% de réduction de la mortalité après un infarctus. Donc Mm. c'est quand même non négligeable au regard de la volumétrie que ça représente. Et donc vraiment le message là, c'est aller en réadaptation. Et Mm. après, on vous fléchera peut-être sur un parcours de téléréadaptation et sur des solutions ensuite. Mais en tout cas, post-événement, la réadaptation, c'est vraiment la clé. Immédiatement, Immédiatement, immédiatement le après. plus rapidement possible. Encore une fois, sous réserve que la pathologie soit compatible. Mhm. Mais le plus rapidement possible, c'est d'aller en réadaptation. Il y a des personnes qui reviennent régulièrement sur des parcours, soit des personnes en insuffisance cardiaque, soit des personnes avec des risques un petit peu différents. On peut aussi lever la main en tant que patient et dire, moi, là, je sens que j'ai besoin de refaire un tour en centre, j'ai besoin d'être accompagné et se trouver une place en centre de rééducation et de réadaptation. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est n'attendez pas d'avoir un infarctus pour prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Et faites-vous accompagner, que ce soit encore une fois par des solutions N-Suite ou par des maisons de sport santé, des enseignants d'activité physique adaptée, des clubs. Il y a plein de choses qui existent aussi, plein d'infrastructures. Il y a les CPTS qui sont des très bons relais aussi pour la coordination de parcours. Mais faites-vous accompagner pour vous prendre en main, pour bouger quotidiennement. On ne parle pas forcément de faire des exploits sportifs incroyables et de courir des Ironman. On parle juste de marcher au quotidien, de faire un petit peu de renforcement musculaire, d'adopter des bons gestes finalement sur son hygiène de vie au Ouais. quotidien. Le soin et cette phase de réadaptation ne passe pas que par les médicaments.
c'est une partie, mais c'est pas juste parce qu'on prend ces médicaments qui sont peut-être, je sais pas, des bêta-bloquants pour Mmh. stabiliser le rythme du cœur. Ça s'arrête pas là. Exactement, Il faut un vrai suivi derrière et il faut bien manger, bien bouger et de manière adaptée. tout à fait. Euh, Très clair. Alors, j'ai plein de questions, on n'aura pas forcément le temps de tout traiter. Est-ce que toi, tu as peut-être des anecdotes ou des histoires qui t'ont marqué dans ce parcours et dans cette aventure? Bah, moi, ce qui m'anime au quotidien et ce qui fait que je me lève tous les matins, et je pense que l'équipe N8 se lève aussi tous les matins, c'est en fait le fait qu'on parle à des gens qui sont monsieur et madame tout le monde, et que, comme tu le disais, toi, c'était avec ta tante, on a tous quelqu'un, on connaît tous quelqu'un ou qui connaît quelqu'un qui a fait un infarctus. Et les personnes qu'on accompagne, c'est vraiment des gens qu'on croise au quotidien et qui nous font des retours qu'on connaît. En fait, c'est pas des anecdotes, je vais t'en donner, mais c'est pas des choses waouh, incroyables, vous m'avez sauvé la vie. Alors, d'une certaine façon, si, mais c'est vraiment la reprise de la confiance en soi. Et la première anecdote que je peux partager, c'est vraiment un patient qui nous suit maintenant et qui va faire l'objet de la création d'un parcours un peu ambassadeur chez N-Suite, qui, voilà, initialement, c'est un peu monsieur, madame tout le monde ou monsieur tout le monde. Il a une hygiène de vie qui est correcte, mais voilà, rien de spécifique. Il fait un événement cardiovasculaire, donc on l'opère, il est stenté. Et derrière, on lui propose la réadaptation. Donc super, très bon instinct, très bon adressage. Par contre, c'est 3 à 6 mois d'attente. Et lui, il n'a pas envie d'attendre. Il a envie de démarrer tout de suite. Donc il fait un petit peu ses recherches. Et là, il y a un centre partenaire N-Suite qui lui propose un programme de téléréadaptation. Donc En attendant d'être pris en charge dans un centre physique. à la place, non, à la place. À la place, Le ok. centre a de la place, mais sur un parcours de Ouais, téléréadaptation. ouais. Parce Donc que le là, il y centre avait était 6 mois d'attente pour être pris dans un centre physique. En fait, il était entre deux géographiquement. Donc, il y avait un Ah, premier d'accord. centre qui avait quasiment 6 mois d'attente et un deuxième centre qui lui dit bah, nous, on est un petit peu plus loin de chez vous, mais par contre, on peut vous proposer, pour que ce soit plus confortable, une solution de téléréadaptation. D'accord. Donc là, il fait ses entretiens avec l'équipe soignante. On vérifie encore une fois que d'un point de vue clinique, pathologique, les planètes s'alignent. On lui fait prendre conscience des enjeux de la téléréadaptation et il signe, banco, il part sur le parcours. Et là, il y a une transformation qui s'opère. Le fait, encore une fois, d'être à la maison, d'avoir sa femme qui soit avec lui au quotidien, qui puisse l'accompagner sur la partie nutrition, sur le côté recette, qui prenne les bonnes habitudes directement avec lui. Le fait de faire du sport tous les jours, à la fois des séances imposées par le centre, mais aussi d'avoir la possibilité de faire des séances libres. Le fait de voir ses progrès, de voir que sa fréquence cardiaque, elle s'améliore, que sa puissance sur le vélo, elle s'améliore, qu'il a plus de facilité à marcher, plus de facilité à faire ses séances de renforcement musculaire. Il termine son parcours et là, c'est vraiment le déclic, c'est une transformation complète qui se fait. Il continue, il pratique au quotidien de plus en plus. Il commence à faire des petits événements sportifs un petit peu locaux. Et là, c'est quelqu'un qui va faire un Ironman au mois de juin Bah, et qui a une soixantaine d'années. c'est du coaching, quoi. Exactement, C'est pareil qu'un coach sportif accompagné d'un cadre médical et de professionnels c'est ça. médicaux et paramédicaux. Et c'est vraiment, en fait, ce que je veux souligner là-dedans, c'est pas l'exploit sportif, parce que ça représente très peu de patients qu'on accompagne. Hein. C'est pas du tout le but, Ouais. encore une fois, de courir des marathons. Mais c'est vraiment l'éveil que ça a eu chez lui, de voir sa progression, de reprendre confiance en lui et de se dire, en fait, je suis capable et c'est ça qui est bon pour ma santé. Et d'être un petit peu piqué après à ça et d'y prendre goût et de trouver un vrai plaisir, finalement, dans des pratiques sportives. Donc ça, c'est un cas un petit peu voilà, exceptionnel. Et le cas, moi, que j'adore, qui est le cas le prédominant un petit peu chez nous, c'est encore une fois monsieur, madame, tout le monde, papy, mamie avec des petits-enfants qui font un infarctus, qui, sortis d'infarctus, sont terrorisés à l'idée de se remettre en selle, ou de se mettre en selle tout court d'ailleurs, et de reprendre une activité physique, qui au début sont un petit peu réticents à l'idée de faire peut-être une réadaptation à domicile parce que on n'est pas encadré, il faut se prendre en main, il faut s'autonomiser aussi, mais qui après échange avec l'équipe soignante, avec leur entourage aussi, décident que c'est la bonne solution pour eux, qui petit à petit, au fil des séances, reprennent confiance et se remettent à aller faire les courses, à aller marcher régulièrement, à jouer avec leurs petits-enfants. Et ça, moi, c'est formidable quand on reçoit un mail, nous, derrière, ou une réponse à un questionnaire qui nous dit « Grâce à vous, je joue au ballon avec mon petit-fils dans le jardin ».
Alors moi, je signe en bas de la page et je reviens demain matin au bureau à 8 heures, il n'y a aucun souci. Ouais. C'est vraiment ça, ce pourquoi, encore une fois, on s'anime et c'est ça le message, quoi. C'est les petits gestes qui font qu'on reprend confiance et que derrière, on retrouve un quotidien et on évite les rechutes. Mmh. J'imagine que le plus dur dans ce parcours, c'est la deuxième phase, quand on passe en télé-réadaptation, parce qu'on peut être démotivé ou ne pas se motiver du tout. Euh, Quels sont les chiffres un peu justement de désinvestissement quand on passe sur cette deuxième phase qui est plus compliquée de télé-réadaptation? Alors, je discutais avec Éric Chenu, le président de la Mutualité française, qui me disait quelque chose de très juste. Il me disait il faut à peu près 6 mois pour créer une réelle habitude chez un patient et qu'il la garde et qu'il la mette en place au quotidien. Donc, se faire ses repas, avoir une nouvelle habitude d'activité physique régulière, etc. Vous, finalement, ça dure que 3 semaines ou 3 mois, la téléréadaptation? 3 semaines, Trois 4 semaines. semaines, ouais. Donc, du coup, comment vous arrivez un petit peu à pallier ça et à garder vos patients? Alors déjà sur la partie télé-réadaptation, les statistiques sont excellentes, c'est-à-dire qu'on a un taux d'observance qui est quasiment 80% et un taux d'abandon qui est à moins de 6%, dont la moitié pour des raisons médicales. Donc sur le parcours de 3 semaines, quand le patient rentre à domicile pour faire son parcours en télé-réadaptation, le niveau d'abandon, il est vraiment très très faible, mais ça c'est grâce aux soignants, c'est grâce aux équipes des centres qui animent, qui coachent, qui suivent, qui ont aussi un niveau d'alerte via l'outillage Ensuite de se dire, bah là, Monsieur Martin, vous n'avez pas fait votre séance, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous vous sentiez pas capable ou est-ce que c'est un problème motivationnel, physique, pathologique et qui accompagne les patients? Donc c'est vraiment grâce à la motivation des patients et à l'accompagnement des soignants qu'on a ces statistiques qui sont très très bonnes. Et après, sur la suite de parcours, une fois que la téléréadaptation est terminée, la continuité de l'activité, aujourd'hui, nous, on est en train de proposer une solution post-parcours, et ce qui sera présente notamment sur MyTwin. Mais ça, j'ai pas encore le recul pour te donner le taux d'observance. Par contre, il y a d'autres expérimentations qui ont été faites, et notamment une expérimentation formidable qui était un article 51 qui s'appelle As du cœur, qui a monitoré justement la suite de parcours chez des personnes qui avaient fait des réadaptations cardiaques et sur les personnes qui vraiment suivent des programmes post-réadaptation, on est sur des continuités à plus de 85% Ok. d'activité physique. Aujourd'hui, Ensuite, vous avez accompagné combien de patients dans ces parcours? Aujourd'hui, on a un peu plus de 3500 patients accompagnés sur de la téléréadaptation. Ok. Très bien. Est-ce que tu as... c'est quoi un peu l'objectif de demain pour Ensuite en termes de chiffres peut-être, de développement? Tu m'as dit, je sais plus, il y a combien de centres en France, tu m'avais dit, mais le chiffre exact. Ouais. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce qu'on va pouvoir, parce qu'il y a ces problèmes géographiques du coup pour les patients qui se mettent en place quand on est entre deux zones. Tout à fait. Euh, Alors aujourd'hui, on a pas mal de sujets de développement. On a le premier que tu viens de mentionner qui est évident, qui est de dire qu'aujourd'hui, l'expérimentation qu'on avait faite, parce que tout ça est quand même basé sur des études cliniques et des preuves cliniques qui sont très fortes. Donc on a terminé une expérimentation article 51 qui s'est soldée par un avis favorable de passage en droit commun. ok. Et Alors donc, article 51, pour ceux qui regardent et qui ne sont pas habitués à ces articles, c'est un article qui permet, en tout cas c'est un financement et un dispositif mis en place par l'État qui permet à des startups ou des entreprises comme vous de pouvoir se tester au niveau national dans justement ces parcours de soins, l'amélioration de la coordination des parcours de soins. exactement. Et les preuves d'efficacité aussi clinique pour les Ouais. patients. Donc là, toutes les planètes se sont alignées, les feux étaient au vert et les résultats surtout étaient au rendez-vous, ce qui nous a mené à cet avis favorable de passage en droit commun. Donc là, on est sur la phase de transition, d'élaboration de cahier des charges. Dès que tout ça sera acté et sera finalisé, on a effectivement cette phase de développement dans les centres qui ne sont pas encore équipés. Donc nous, encore une fois, on équipe une 50aine de centres sur 190. Donc on a encore de la marge de manœuvre pour accompagner des centres de réadaptation sur la création de parcours hybrides. Ça, c'est un premier axe qui est celui qu'on déclenche dès maintenant. Le deuxième, c'est qu'on est en étude clinique pour créer un parcours 100% digital pour accompagner des gens avec des pathologies peut-être un petit peu plus légères sur des parcours notamment de ville qui soient prescrits par des cardiologues.
et pour proposer aussi des parcours post-réadaptation qui puissent être une continuité finalement du parcours de soins mais encadré par des soignants. Et le troisième versant, c'est cette offre de prévention, de basculer de la prévention tertiaire vers de la prévention primaire et de continuer via un système applicatif et via du coaching à distance, d'accompagner des patients après leur réadaptation et d'aller aussi capter, chercher des gens qui ne seraient pas des patients, qui seraient des utilisateurs avec des facteurs de risque plus ou moins identifiés pour éviter justement de les retrouver derrière sur des parcours de réadaptation. D'accord. Qu'est-ce qui fait que alors je passe du côté un petit peu plus Bien MyTwin, sûr. qu'est-ce qui fait que tu as accepté, en tout cas que vous avez accepté avec l'entreprise? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans MyTwin? Et bah, nous, forcément, ce qui nous a intéressé, c'est on trouve que ce service, il est essentiel et il doit être connu de tous. Et c'est notre mission, finalement, de faire connaître, de diffuser cette connaissance et ce savoir pour les patients, pour qu'ils sachent que quelque chose existe et qu'ils puissent l'utiliser facilement au sein d'une seule et même application. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de rejoindre MyTwin? Ouais, c'était assez évident finalement. Les synergies, elles étaient vraiment au rendez-vous. Et nous, encore une fois, je pense qu'on est né un petit peu du même constat, c'est de ce trou dans la raquette sur le parcours de soins et sur la mise à disposition des services qui existent aux patients. Et nous, notre objectif, c'est de transformer ces 30% de patients accompagnés en 30% de patients non accompagnés, c'est d'inverser la tendance. Et c'est via des solutions comme MyTwin qu'on arrivera à le faire aussi. On a beau, nous, équiper les centres avec notre solution. Si les patients n'ont pas connaissance que la solution existe et si les équipes au niveau hospitalier, au niveau interventionnel ou les équipes de ville n'en ont pas connaissance non plus et n'envoient pas les patients sur ces filières, finalement la solution elle n'est pas utilisée et donc elle ne sert à rien. Donc la synergie avec MyTwin elle est très forte et le but c'est vraiment de dire aux gens des solutions existent, allez en réadaptation, que ça soit avec Ensuite ou pas, allez en centre, les équipes sont super, allez-y. Aller chercher ces solutions qui existent et anticiper aussi pour les personnes non concernées, mais qui sentent quand même qu'il y a un petit travail à faire de reconditionnement physique et un travail de prise en main sur l'hygiène de vie. Aller chercher les solutions d'accompagnement qui sont disponibles parce qu'elles existent. Mais tu sais, enfin, moi, je passe mon temps à rencontrer les acteurs justement pour les ramener dans notre cause commune, puisque l'idée c'est de fonctionner tous ensemble. On est tous dans le même bateau, dans le monde de la santé. Il y a plein d'entreprises incroyables en France qui sont créées constamment. Les vraies innovations partent souvent de la France. C'est pas pour être chauvin ni rien, mais c'est C'est vrai. vraiment ici qu'on a beaucoup de talent à ce niveau-là. Mais après, derrière, ça pêche énormément juste sur la communication. Toutes les solutions existent, il y a des dispositifs sur tous les territoires pour tout type de maladie, chronique, tout ce qu'on veut, sauf qu'on n'en a pas connaissance. Exactement. Et c'est dommage en fait, parce que déjà c'est de l'argent public, souvent de distribuer, donc de gâcher puisqu'on l'a perdu, alors que ça peut servir à des millions de personnes. Et là, pour typiquement ton cas, je trouve que c'est vraiment juste un manque de communication finale auprès du patient, de dire, bah non, mais attendez, allez tout de suite dans ce centre qui est à côté de chez vous, faire démarrer votre processus de réadaptation cardiaque. Et si c'est trop long parce qu'il y a 6 mois d'attente, vous pouvez passer par une solution de téléréadaptation avec une application mobile. C'est quand même pas compliqué d'informer les gens là-dessus, quoi. Exactement. Et puis en plus, c'est un système qui est rodé, qui est pris en charge. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser, quoi. Ouais. C'est du bon sens. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Merci à beaucoup toi. pour ton témoignage et puis bah, j'espère que vous allez pouvoir continuer à vous développer parce que nous, on va être aussi dépendants de vous. Donc, plus vous aurez de centres, plus on sera capable aussi, nous, de pouvoir vous rediriger les patients qui passent par MyTwin sur les centres Ensuite. Donc, Et ben, si les gens prennent soin d'eux, nous, on continue d'exister. Donc prenez soin de vous. merci beaucoup. Merci à toi.